qu'est-ce qu'on appelle l'essentiel? Comment est-ce que dès le prototypage, je peux m'assurer que la solution elle va être satisfaisante pour mes utilisateurs? Eh ben, c'est tout un problème. Et pour en parler avec nous, une experte de la question qui travaille avec nous maintenant chez L-Factory. Elle est passée quand même par plusieurs startups, dont Doctolib à ses débuts. Et je peux vous dire qu'au début, il fallait savoir exactement ce que voulaient les médecins. La satisfaction utilisateur, pardon, elle connaît bien. Merci d'accueillir sur le plateau, en physique cette fois, Dalia Hadjedj. Salut Dalia. Salut Sébastien. Merci de m'avoir invité et très bonne introduction. C'est exactement ça le sujet. En fait, je vais partager avec vous ce que j'ai appris ces dernières années en parlant à 2000 de mes utilisateurs, en leur parlant personnellement. Ces 5 dernières années, j'ai convaincu environ 2000 personnes d'utiliser des produits et services qui bousculaient leurs habitudes. La fidélisation des utilisateurs, c'est la dernière étape dans la chaîne de valeur. Et pourtant, on va voir ensemble comment on doit l'intégrer le plus tôt possible dans la conception de produits et en faire le fil conducteur. Alors, je vois que ça s'affiche sans animation. C'est ça le. Non, toi, tu es en bas, là. Et tu t'occupes pas de là-haut. Là, OK. La user centricity, c'est un concept qu'on ne rattache pas forcément à l'univers de la santé. On ne pense pas forcément à la santé quand on pense à la user centricity. Voilà un dialogue que j'ai entendu dans un cabinet médical. Un patient qui dit « le client est roi » et la réponse du médecin c'est « en France, les rois ont les guillotines ». Donc cette punchline magnifique, on la doit au psy de la série En thérapie. Heureusement, c'est que du cinéma. Et justement, ce que j'ai pu voir en passant chez Doctolib, en étant parmi les premiers collaborateurs et directrice régionale, puis en étant directrice opérationnelle chez TocTocDoc, ce que j'ai pu voir, c'est qu'en santé, l'enjeu de fidélisation, il est très fort et il est pris à bras-le-corps. Pourquoi je vous parle de fidélisation ? Pourquoi viser la fidélité ? D'abord, dans une logique de performance économique. Acquérir un nouveau client, ça coûte 4 à 9 fois plus cher que de fidéliser un client existant et de lui revendre quelque chose. C'est aussi une question simplement d'innovation, puisque l'innovation, elle n'existe que quand elle est dans la main de l'utilisateur. Sinon, c'est une simple technologie. Donc, une question d'efficacité de l'innovation. Je vais résumer ce que c'est la fidélité avec cette simple équation. La fidélité, c'est la satisfaction plus l'habitude. En gros, quand on doit reconduire un abonnement ou racheter un produit, on va se poser 2 questions. Est-ce que je m'en sers et est-ce que ça marche? Est-ce que je m'en sers? C'est l'habitude. Est-ce que ça marche? C'est la satisfaction. Donc c'est sur cette équation-là qu'on va réfléchir là quelques minutes ensemble. Depuis tout à l'heure, je parle d'utilisateur et je ne parle pas de client. C'est à dessein. Justement, on va clarifier la différence entre client et utilisateur. Vous connaissez peut-être, tu connais peut-être Sébastien, cette image qui permet de bien comprendre les choses. Là, on voit des parents qui sont au-dessus du berceau de leur bébé. Ils admirent le mobile qu'ils viennent d'acheter pour lui. Donc, ils viennent de l'acheter en magasin, ils sont très contents, ils trouvaient ça joli, ils ont choisi parce que sur la boîte, ils ont vu les petits animaux, la trompe de l'éléphant, etc. Ça, c'est le point de vue client. Et maintenant, voilà le point de vue utilisateur. Le bébé, lui, il voit les choses sous une toute autre perspective. Ça ne veut pas dire que lui ne sera pas satisfait du mobile. Ça veut simplement dire que ce qui fera sa satisfaction, c'est d'autres éléments, tout simplement parce qu'il n'a pas la même expérience du mobile, il n'a pas la même perception. L'utilisateur n'est pas toujours qui on croit. Maintenant qu'on l'a distingué du client, il faut comprendre qui il est. Il y a l'utilisateur théorique et il y a le véritable utilisateur. Si je te montre cette palette, tu vas me dire que l'utilisateur théorique, il ressemble plutôt à ça. C'est un manutentionnaire dans un entrepôt avec un casque de sécurité, des chaussures de chantier. Et pourtant, l'utilisateur de palette en 2020, il ressemblait plutôt à ça. C'était plutôt potentiellement une femme chez elle qui cherchait à faire tenir son apéro sur la palette.
Donc si ce week-end, vous réfléchissez, dans le cadre du hackathon, si vous réfléchissez à mettre en place, par exemple, un service à destination des services de pneumologie à l'hôpital, il va falloir se poser la question très concrètement, qui dans le service de pneumologie va tenir mon produit ou service dans la main? Si vous l'imaginez pour le médecin, ce ne sera pas le même parcours utilisateur, pas les mêmes contraintes et probablement pas les mêmes bénéfices que si vous l'imaginez dans la main d'un personnel administratif ou d'un infirmier. Une fois qu'on a bien compris qui est le réel utilisateur, on va essayer de le dépouiller un peu de sa fonction, même si on est dans du B2B, pas forcément du B2B, mais potentiellement du B2B. Essayer de voir l'utilisateur au-delà de sa fonction et au-delà de ses interactions avec le produit ou service. Je reprends l'exemple que je viens de donner. Imaginons que finalement vous décidiez avec votre équipe que votre produit, vous allez le mettre au sein du service de pneumologie dans la main précisément de l'infirmière. Il faudra bien comprendre qui est l'infirmière, qu'est-ce qu'elle fait avant et après avoir utilisé le produit, comment elle travaille, mais aussi ce qu'elle fait avant et après son service, qu'est-ce qu'elle a acheté récemment, quels sont ses critères de choix, qu'est-ce qu'elle considère comme un problème globalement dans la vie. Et à ce moment-là, vous aurez une meilleure approche de votre utilisateur. Concrètement, ça s'appelle la découverte utilisateur. Et on peut aussi découvrir le contexte d'usage. La découverte utilisateur, elle se doit d'être objective. En général, quand on cherche quelque chose, on le trouve. Hein, c'est souvent comme ça. Et du coup, l'objectivité, ça va vous amener à de la neutralité et à essayer de ne pas chercher, de ne pas avoir un présupposé que vous voulez confirmer. La recherche également, elle doit être pondérée. Il ne faut pas confondre un besoin avec le besoin. Il ne faut pas confondre un feedback avec une généralité. Et ça, c'est grâce à la pondération, en multipliant les rencontres avec l'utilisateur. Je parle aussi de découverte utilisateur directe. Il ne s'agit pas d'études de marché ou d'enquête de tiers. Il s'agit vraiment d'aller voir avec ses yeux et écouter avec ses oreilles l'utilisateur dans son lieu d'usage. Et enfin, la découverte, elle est permanente. C'est-à-dire que si, à partir de la semaine prochaine, vous décidez de faire de ce projet d'un week-end le projet d'une vie ou le projet d'un peu plus longtemps, la découverte devra faire partie de vos routines de travail parce que sinon, vous risquez de tomber dans un autre biais qui est le biais de familiarité. Le biais de familiarité, c'est quand on se dit « c'est bon, je connais ». Et c'est là qu'on risque de perdre de vue le réel utilisateur. Imaginons par exemple que ce week-end vous développez un produit qui permet de faire de la visio entre des résidents d'EHPAD et leurs familles. En faisant de la recherche utilisateur, vous allez vous rendre compte que le résident d'EHPAD n'est pas capable de réaliser seul, ou pas toujours en mesure de réaliser seul, la visio en contact avec sa famille, qu'il a besoin de l'aide de l'aide-soignant. L'aide-soignant, le meilleur moment pour lui, par exemple, ça va être entre 12h et 15h. Et le reste du temps, l'EHPAD est sous-staffé, ils n'ont pas le temps. La famille, elle, va préférer avoir un contact avec son parent plutôt après 18h ou le week-end. Et le résident d'EHPAD lui-même, il pourra tout le temps, sauf entre 12h et 15h et après 18h. Donc une fois que vous avez rassemblé les contraintes de vos utilisateurs, vous vous rendez peut-être compte qu'il faut switcher d'une technologie en visio à un système de mise en relation asynchrone entre les familles et les résidents. Alors, le Minimum Viable Product, le fameux MVP. Tout le monde ici le connaît. Une fois qu'on a bien compris l'utilisateur et son besoin, on va essayer de construire le MVP. Donc, le MVP, c'est l'expression de RIS. C'est le produit minimum qui permet de tester l'hypothèse au cœur du business. Dans une logique de fidélisation, comme je viens de dire, le produit minimum, il doit permettre de tester à la fois que le produit est capable de répondre aux besoins, mais aussi doit être capable de tester la récurrence de cette réponse.
Alors, je ne sais pas si tu te souviens de Itch, si tu connais Itch, Ils oui. sont toujours là, je Tu crois, connais hein. toujours, oui, oui, ils sont toujours là, même s'ils Ça a se sont un été peu difficile, réorientés. Voilà, ils ont eu une petite traversée du désert. Itch, en fait, c'est l'ancêtre de Uberpop. Ouais. Donc, ils avaient l'idée, les fondateurs, d'une application qui servait à mettre en relation des particuliers avec des conducteurs amateurs, non professionnels, pour se déplacer. Quand ils ont construit leur MVP, on aurait pu se dire ils ont construit une plateforme minimum de mise en relation. Écoute, leur MVP, je vais te le raconter, il est assez différent. Là, on voit ce qu'un passager dit de Itch. Il dit c'est comme si on rentrait avec un pote. Du coup, leur MVP, ça n'a pas été une application, ça a été de créer le pote. Concrètement, ils sont allés à la sortie des boîtes de nuit le samedi soir. Ils mettaient les gens dans des voitures d'autres personnes qu'ils avaient contactées par téléphone simplement. Donc ils n'avaient pas d'application, ils n'avaient pas de technologie, mais ils avaient eux-mêmes mis les gens dans des voitures. C'est grâce à ça qu'ils ont pu tester, vérifier que c'était vraiment intéressant leur concept. Ils ont pu aussi créer de la satisfaction, connaître les leviers de satisfaction et créer un premier volume d'usage. En quelques mois après ça, ils ont eu un décollage assez spectaculaire. Ils ont été en quelques mois deuxième sur l'App Store dans la catégorie transport juste derrière Uber et après effectivement ils ont connu une petite traversée du désert qui n'est pas liée à ce MVP hyper intéressant, qui était plutôt lié à des questions juridiques. Alors on reprend le fil de l'équation. Si la fidélité est composée de la satisfaction et de l'habitude, on va essayer de comprendre comment injecter satisfaction et habitude dans le MVP. Anticiper la satisfaction dès ce week-end dans votre prototype. Alors, pour ça, on va utiliser une expression que je trouve un peu plus poussée que le MVP. C'est le MLP, le Minimum Lovable Product. C'est Laurence McCahill qui parle de ça. Et donc, l'idée, simplement, c'est de se dire que quand un produit fait simplement son job, on n'en est pas satisfait. On n'est pas satisfait quand on achète un mixeur et qu'il mixe. Ça ne suffit pas. On est satisfait quand on a un étonnement positif, une grande différence entre les attentes et la réalité. Et donc le produit minimum, il doit dès le départ injecter cette touche de love, qui n'est pas juste une cerise sur le gâteau comme l'image pourrait le laisser penser, qui est vraiment un facteur fort de satisfaction et d'étonnement positif. Les maîtres dans ça, c'est Zappos. Zappos, c'est le Sarenza américain. Donc ça a été les premiers à faire de la vente de chaussures par Internet. L'hypothèse à la base pour le fondateur, c'était est-ce que quelqu'un est capable d'acheter vraiment sur Internet le produit qui est impossible à ne pas essayer, une chaussure. Pour vérifier cela, on peut se dire ils vendent des chaussures, il s'est équipé de chaussures. Non, pas du tout. Il a créé une page web de commande. Et dès qu'il recevait une commande, il allait en magasin de chaussures pour se fournir. Donc il n'avait pas de chaussures. Par contre, ce qu'il avait dès le départ, c'est un super service client. Et c'est comme ça qu'il a fait sa place. Et encore aujourd'hui, sur la page entreprise de Zappos, on peut voir qu'ils se le décrivent avec une chaussure et avec un téléphone, parce que le service client, finalement, c'était ça le cœur de ce qu'il avait à proposer. Et il dit même que ce qu'il livre, ce n'est pas des chaussures, c'est du waouh. Du côté de la récurrence d'usage, c'est un petit peu plus complexe. C'est vraiment, j'ouvre les réflexions pour ce week-end parce qu'il y a pas mal à réfléchir. On commence par cet exemple. Vous connaissez Stop Covid, Tous Anti-Covid. Il y a eu 2 versions de l'application. Je ne sais pas si tu te rappelles de l'histoire et si tu sais pourquoi, Sébastien. Il y a un petit indice sur l'image, sur la différence entre les deux. Tu vois que le téléphone qui a Tous Anti-Covid, il est tenu dans une main. C'est un peu ça la différence entre les deux. C'est que Tous Anti-Covid, c'est utilisé et Stop Covid, ça n'a jamais été utilisé. Voilà la courbe de téléchargement. Stop Covid, ça a plafonné à 2 millions de téléchargements, tandis que Tous Anti-Covid, très rapidement, ça montait à 9 millions, et encore ce matin, je regardais 14 millions de téléchargements. Alors, pour bien comprendre la différence entre les deux, on va s'intéresser à ce que fait l'application. L'application, tu sais, c'est un système de traçage des cas contacts du coronavirus. Donc, pour remplir sa fonction, l'application, elle doit être téléchargée, ensuite, elle doit être
ouverte par l'utilisateur, il doit activer son Bluetooth et enfin, il doit prévenir quand il a le Covid. Il faut donc 4 étapes pour que l'application fasse son travail. On se concentre sur les 2 premières étapes, le téléchargement et l'ouverture de l'application. La grande différence entre les 2 applications qui avaient le même objectif et le même cœur de fonctionnalité, la grande différence entre les 2, c'est que Tous Anti-Covid a été lancé 1 semaine avant le 2e confinement et que l'application contenait un générateur d'attestation de déplacement. Qu'est-ce que je veux montrer par là? Je veux montrer par là que même si l'application doit bien sûr remplir sa fonction principale, elle doit aussi contenir de quoi donner envie à l'utilisateur de la sortir de sa poche, de quoi donner envie à l'utilisateur de l'utiliser. Donc j'ai inventé une autre expression. Après le MVP, le MLP, moi j'ai inventé le MRP. Qui dit mieux? Il y a plusieurs façons d'injecter un peu de motivation à la récurrence d'usage dans un produit. La première façon, on vient de la voir avec Tous Anti-Covid, c'est de l'intégrer aux routines de l'utilisateur. La génération d'attestations de déplacement, c'est quelque chose qui était dans nos routines quotidiennes pendant les confinements, qui n'était pas dans le cœur de l'application, de son objectif. Et pourtant, comme elle s'est greffée à ce geste quotidien d'attestation de déplacement, eh bien, elle a réussi à plus convaincre l'utilisateur de l'utiliser. La personnalisation, c'est également quelque chose qui permet d'augmenter la récurrence d'usage. Parce que quand on personnalise un produit, on y met un peu de soi, on s'y attache, et aussi parce qu'en le personnalisant, on le rend plus pertinent. Netflix est d'autant plus pertinent et tu es d'autant plus accroché à ton Netflix qui connaît parfaitement tes goûts et du coup, il te propose une offre vidéo hyper pertinente pour toi. La gamification, c'est adopter les leviers addictifs des jeux vidéo dans une application. Et donc, c'est ce qui a fait, par exemple, le succès de Duolingo en intégrant des logiques de badges, de niveaux, etc., de points, pour essayer de rendre addictive l'application comme un jeu vidéo. Le produit peut aussi être conçu comme intrinsèquement récurrent. Michelin développe des pneus connectés qui vont lancer des alertes quand il y a besoin de services sur les pneus. Et donc, intrinsèquement, dans la conception du pneu, il y a cette logique de service récurrent qui est créée. Il y a encore beaucoup de leviers de récurrence à imaginer. C'est sûrement quelque chose qui va vous occuper ce week-end. J'espère que je vous ai convaincu, en tout cas, de travailler dessus. Un dernier point sur la particularité de l'exercice de fidélisation en santé, puisque c'est la santé qui nous réunit tous. En santé, les business models sont complexes et de ce fait, il y a une pléthore d'acteurs qui sont à prendre en compte dans la logique de fidélisation. Si on développe un produit, par exemple, pour 7 personnes qui seraient bénéficiaires, c'est peut-être cette utilisatrice qu'il faut aller convaincre d'utiliser. Les décideurs peuvent être les aidants, les familles, les tutelles. Et les payeurs, c'est encore d'autres personnes, l'assurance maladie, des laboratoires, des collectivités ou autres. Et donc, c'est autant d'acteurs qu'il faut faire entrer en ligne de compte quand on imagine les leviers de fidélisation de son produit. Alors, je termine par un dernier conseil pour le Hacking Health Camp. Si tout se passe bien à partir d'aujourd'hui ou à partir de la semaine prochaine, vous allez passer, vous porteurs, des mois à développer un super produit et puis ensuite des centaines d'euros et des heures et des semaines à convaincre chaque client de l'utiliser. En anticipant dès maintenant une logique de fidélisation, vous allez capitaliser sur toute cette énergie investie en vente pour créer des relations durables et de qualité avec vos clients et utilisateurs. Alors mon conseil pour aujourd'hui, c'est un peu comme dans tous les secteurs d'activité aujourd'hui, dans la conception de produits et services aussi, arrêtons d'être court-termistes, arrêtons l'éphémère et pensons durable.
C'est bien parce que tu dis ce qu'on dit souvent au début du hackathon, on est vraiment dans le... Et c'est bien l'objectif du hackathon, arriver à prototyper quelque chose qui va nous permettre d'avoir le contact avec son premier utilisateur et lui parler. Moi, je disais, en général, j'introduis le hackathon comme ça, je dis, attendez 6 mois de sortie de votre produit et prenez la plus grosse baffe de votre vie parce que c'est là que vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas du tout dans les clous. Ouais, je te rejoins complètement. C'est comme quand on te dit, je développe quelque chose, c'est top secret, je te préviendrai quand ça sort. Ah ça, le problème de la propriété intellectuelle, on l'a souvent au hackathon. Alors, c'est vrai que vous venez tous nous voir en disant oui, mais alors je vais pitcher mon projet, après tout le monde le connaîtra. Sachez qu'a priori, dans toutes les idées qu'on a vues passer, il y en avait au moins 10 autres personnes dans le monde qui l'avaient eu avant vous. Et la différence entre vous et eux, c'est celui qui exécute qui sera le premier sur le marché et qui aura réussi à trouver exactement ce que tu as dit jusqu'à maintenant, la satisfaction, l'intérêt de l'utilisateur et comment résoudre clairement son problème. Mais alors tu parlais du contexte, je voudrais qu'on revienne là-dessus parce que en santé, c'est vrai que c'est compliqué, tu l'as bien dit, il y a énormément d'acteurs. Comment on fait justement quand on veut... Allez, je sors du hackathon, j'ai mon proto, je vais sur le terrain, il va falloir que je rencontre tous ces... Est-ce qu'il ne faudrait pas quelque part que je fasse 5 prototypes avec un prototype pour tester une hypothèse avec les dents, un prototype pour tester l'hypothèse avec la personne âgée, etc. Parce que pour arriver à trouver les finesses entre chaque chose, est-ce que ça ne prend pas trop de temps? Est-ce qu'on peut tout faire en un coup? Comment on va sur le terrain finalement? Alors, je vais te faire un premier bout de réponse qui est un peu une réponse de vente. Pour moi, il faut concevoir dès aujourd'hui, dès la conception de l'application ou du produit, il faut concevoir quelque chose qui aura des bénéfices pour tous les utilisateurs qui vont rentrer en interaction. J'en vois parfois des produits pour lesquels on va demander aux médecins de ville d'interagir, puis au pneumologue hospitalier, puis à la famille, puis à l'infirmière libérale. Si vraiment on imagine qu'il y a tous ces utilisateurs dans la chaîne, alors il faut avoir des bénéfices pour tous ces utilisateurs, des propositions de valeur. On n'a rien à leur vendre, c'est pas eux notre business model, mais on a à leur vendre le fait d'utiliser. Et donc, il faut être convaincant comme en vente et il faut avoir quelque chose de solide à leur proposer avec un vrai bénéfice pour eux. Et alors, justement, cette conception, ce qui est un peu complexe, c'est jusqu'où on doit aller. Parce qu'on parlait de satisfaction utilisateur. Moi, je vois quand même pas mal de gens qui me disent « Oui, mais l'exemple était bien de Hitch. Finalement, ils n'ont rien développé. » Ils sont allés sur le terrain et puis ils ont testé une idée, quoi. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais? Parce que l'idée du hackathon, c'est quand même d'avoir un prototype, quelque chose à représenter. Mais jusqu'où je dois aller? À quel moment je sais que mon prototype va me permettre de valider mon hypothèse quelque part? Oui, alors il y a même des produits qui sont déjà en vente et en fait ils sont encore en validation de MVP. Pour moi, ce qui fera la différence, là où on saura que le proto est assez développé et qu'on peut aller plus loin, c'est quand il y a vraiment de l'usage. Il suffit pas de s'arrêter à l'étape où quelqu'un dit « Ah ouais, c'est super » ou même « Ah ouais, je l'achète ». C'est encore une autre étape de dire je vais l'utiliser et même pas je vais l'utiliser, réellement je l'utilise. Donc quand tu commences à pouvoir vraiment le mettre dans la main de quelqu'un et que tu l'utilises vraiment, là tu sais que tu es sur la bonne piste. Et alors, moi, j'avais souvent une remarque, parce que ça m'est arrivé, c'est souvent quand tu as une frustration, c'est-à-dire que les gens te disent « mais quand j'appuie là, ça marche pas, etc. » Que finalement, c'est là qu'ils sont en train de te dire ce qu'ils ont réellement besoin. Oui. Et donc, je dis souvent aux gens qui participent au hackathon, surtout, si vous avez des gens pas contents, c'est extrêmement intéressant. Ouais. Parce que c'est là qu'ils vont vous dire ce qu'ils ont été incapables de vous dire jusqu'à maintenant, parce que tout ce qui est évident pour eux, semble évident pour vous, mais c'est pas le cas. Et c'est ça, il faut arriver à comprendre ce qui est évident pour eux et donc rentrer dans leur métier, comprendre comment ils fonctionnent, quoi. Et en fait, l'utilisateur, il faut pas se mettre dans une salle de réunion pour réfléchir pour lui, parce qu'il a des paramètres qu'on connaît pas, ou parfois il n'est pas rationnel, il n'est pas forcément rationnel, on n'est pas forcément rationnel nous-mêmes en tant qu'utilisateurs. Et donc le mieux, c'est de sortir de cette salle de réunion et d'aller le voir en vrai, oui. Bah écoute, merci beaucoup Dalia. Merci. J'espère que tes conseils vont aider les porteurs de projets.